La parole est maintenant à Madame Valérie Boyer, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour 10 minutes. Et je vous invite, chers collègues, comme tous les autres, à respecter le temps de parole imparti. C'est la condition sine qua non au bon déroulement de nos travaux et au fait que nous puissions examiner les propositions de loi dans le temps imparti. Vous avez la parole, Madame Boyer. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse forme un tout avec la proposition de loi constitutionnelle de notre collègue Philippe Gosselin. Comme cette dernière, elle devrait nous rassembler au-delà des clivages partisans. Elle concerne en effet le respect des principes et valeurs que nous avons en partage, la dignité de la personne, l'indisponibilité du corps humain face aux tentatives d'aliénation et de marchandisation, la protection des femmes contre toute forme d'exploitation, la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant qui passe par le fait de ne pas être cédé comme une vulgaire marchandise. Mes chers collègues, depuis les 2 arrêts de la CEDH du 26 juin 2014, Menenson et Labassé contre la France, notre politique de prohibition de la grossesse pour autrui est fragilisée. Nous sommes aujourd'hui placés face à une alternative. Soit nous admettons qu'elle existe et nous nous soumettons à la volonté de ceux qui promeuvent et pratiquent cette GPA, soit nous prenons notre responsabilité de législateur au sérieux et travaillons à renforcer notre droit pour empêcher ce trafic d'êtres humains. La grossesse pour autrui consiste pour un couple à conclure une convention avec une femme afin qu'elle porte un enfant qu'elle s'engage à abandonner au terme de sa grossesse. Avec les progrès techniques d'assistance médicale à procréation, il est désormais possible de dissocier maternité gestationnelle de la maternité génétique, rendant possible le transfert à la mère dite porteuse d'un embryon issu de gamètes de 2 parents d'intention ou 2 parents acquéreurs, que l'un d'eux ou celle d'un tiers ou des 2 donneurs. Jusqu'à 5 personnes peuvent ainsi être impliquées dans la venue d'un enfant et c'est vraiment la promotion de la maternité éclatée. Cette pratique est interdite en France depuis un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation de 91, dont la solution qui s'appuie sur le respect des principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes a été inscrite dans le Code civil en 1994. La grossesse pour autrui doit demeurer interdite. Outre les risques physiques et psychologiques qu'elle fait courir à la mère porteuse, dont on ne saurait minimiser l'importance, au risque de défier les règles éthiques, une telle pratique est une marchandisation du corps et conduit à une surrevalorisation de la transmission génétique par rapport à d'autres formes de parentalité. Avec l'essor de la demande d'un enfant génétiquement de soi, pour reprendre les termes du professeur René Friedman, nous assistons à une sorte de triomphe du père, une négation de la mère, généralement parent biologique de l'enfant né par GPA. C'est une véritable guerre des genres qui est enclenchée. Contrairement à ce que certains peuvent penser, la GPA ne peut être altruiste ou éthique. Une de nos collègues disait même « la GPA éthique, c'est pathétique ». C'est tout à fait ça. Elle consacre au contraire le triomphe du désir individuel sur le bien d'autrui, à commencer par le bien de l'enfant porté et de celui de la mère porteuse. Que celle-ci soit consentante ou non, d'ailleurs on pourrait s'interroger sur la façon dont son consentement est pris. Son corps n'en est pas moins réduit à l'état d'un bien meuble, tout comme le fruit de sa gestation, avec tous les risques médicaux que cela comporte. Comme l'a parfaitement résumé devant nous Jean-François Mattei, rapporteur des lois de bioéthique de 1994, ancien ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées et depuis peu académicien. Il disait « Choisir la GPA serait faire le choix d'une autre société sous-tendue par d'autres valeurs. À la façon de l'effet papillon, une modification somme toute mineure, quelques centaines de cas par an, conduirait de proche en proche à un changement radical des valeurs et principes qui fondent aujourd'hui la société française. On ne change pas les fondements de l'exercice médical au gré des modes sociétales. En fait, il y a derrière nombre de ces sujets, tels que la GPA, une tentative de déconstruction des liens et des rapports entre les personnes et entre les générations, avec une recherche de liberté absolue, gommant jusqu'à l'appartenance à une société. » Fin de citation. On ne peut qu'être frappé de cette proximité entre cette pratique et l'esclavage, définie par la Convention de 1926 comme, je cite, « l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ». Nous sommes au cœur du sujet. Comme l'a rappelé aujourd'hui François Fillon, la GPA constitue une pratique intolérable qui doit être condamnée avec fermeté, car l'enfant n'est pas un objet et le corps des femmes n'est pas un outil. La compensation financière qui résulte de la GPA correspond à une marchandisation du corps de la femme, dérivant vers l'exploitation des êtres les plus vulnérables. Elle fait de l'enfant le sujet d'un contrat de cession immoral, violant nos valeurs fondamentales.
Comment expliquer alors que les Français aient quasi librement recours à cette pratique dans certains pays, en violation délibérée des règles éthiques françaises? Permettez-moi d'y voir la conséquence de la faiblesse de notre cadre juridique, insuffisamment dissuasif, et du renoncement des pouvoirs publics à maintenir l'effectivité de la prohibition française. Et nous y voilà. Premièrement, notre arsenal pénal ne réprime pas suffisamment le recours à cette pratique, en particulier les intermédiaires, qui ont pu construire un business extrêmement florissant. Les peines prévues par le code pénal sont modestes et ne peuvent s'appliquer que lorsque des poursuites sont engagées, ce qui est rare et même n'est jamais arrivé, compte tenu des règles d'application territoriale de la loi française et de la faiblesse de notre politique en la matière. Deuxièmement, la petite chambre de la CEDH a condamné la France à transcrire à l'état civil l'acte de naissance établi à l'étranger en vertu d'une convention de gestation pour autrui au motif, à mon sens fallacieux, que le refus de transcription porterait atteinte aux droits des enfants au respect de leur vie privée, dont relèvent les droits à la connaissance de l'identité et à l'établissement de la filiation. C'est faux. Ces enfants bénéficient des mêmes protections et prestations que n'importe quel autre enfant et leurs parents jouissent à leur égard de tous les attributs de l'autorité parentale. Ce ne sont pas des fantômes de la République. Ils ne sont pas inquiétés dans leur vie privée. Ces enfants n'ont pas non plus le problème au regard de leur droit de la nationalité. Ils disposent généralement de la nationalité du pays dans lequel ils sont nés et peuvent acquérir la nationalité française en vertu de l'article 21-12 du Code civil s'ils sont élevés pendant au moins 5 ans en France. Avec la circulaire du 25 janvier 2013, le gouvernement leur a même facilité la délivrance de certificats de nationalité dès lors qu'au moins un de leurs parents est français. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de connaître ses origines, dit la CEDH, et c'est de ne pas être cédé. Ces arrêts de la CEDH ont mis un terme à la jurisprudence dissuasive de la Cour de cassation qui aurait dû être contestée par le gouvernement devant la grande chambre de la CEDH. Il n'en a rien été, ce qui est regrettable eu égard à leurs conséquences sur notre droit. Nos juges se trouvent ainsi contraints d'accepter à l'état civil les conséquences d'un acte prohibé par le Code civil et réprimé par le Code pénal. Quelle perversion! Troisièmement, il manque au niveau international une convention prohibant le recours à une mère porteuse ou tout au moins interdisant aux ressortissants français le recours à une pratique dans les pays qui l'autorisent. C'est d'ailleurs sur cette voie similaire que se sont engagés plusieurs pays favorables à la grossesse pour autrui en décidant de réserver aux personnes qui résident habituellement sur leur territoire le bénéfice d'une telle pratique. C'est le cas de l'Inde récemment par exemple. C'est à ces droits défis que la présente proposition de loi, telle que je vous propose de l'amender, entend répondre. Aux articles 1 et 2, je propose de renforcer les peines applicables au délit d'entremise en vue d'abandon d'enfants ou d'une grossesse pour autrui et de réprimer la provocation à une telle grossesse, ainsi que la présentation sous un jour favorable au sens juridique du terme de cette pratique. Je suggère également d'étendre l'extraterritorialité de la loi pénale française à l'ensemble des atteintes portées à la filiation et de supprimer le double verrou qui conditionne aujourd'hui la poursuite de ces délits, c'est-à-dire la double exigence de réciprocité d'incrimination et de dénonciation officielle par un État étranger. Je propose d'ailleurs de réprimer spécifiquement la vente d'enfants, comportement qui ne fait l'objet d'aucune incrimination pénale en France. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire don de soi, mais bien de faire don d'un autre. Donc on est bien dans la vente d'un enfant et ce délit doit être réprimé dans notre droit. En matière civile, je crois nécessaire de maintenir la présomption de bonne foi dont bénéficient en France les actes d'état civils étrangers régulièrement établis, traduits et authentifiés, règle qui permet aux enfants concernés de vivre dans notre pays comme n'importe quel autre enfant. En revanche, je vous invite à inscrire dans notre droit le refus de transcription de ces actes étrangers afin d'inviter la CEDH à reconsidérer sa position. Soyons courageux. Enfin, je souhaite que le gouvernement explique au Parlement les initiatives qu'il s'était notamment engagé à prendre au moment des débats sur la proposition de loi de notre collègue Jean Leonetti. À ce moment-là, nous avions eu des promesses, des engagements, et c'est même comme cela que la motion de rejet avait été justifiée. Qu'entendez-vous, mesdames et messieurs du gouvernement, prendre dans les prochains mois comme disposition afin de maintenir l'effectivité de la prohibition de la grossesse pour autrui dans notre droit? Lorsqu'il s'agit de dumping éthique ou de traite d'êtres humains, il nous appartient tous, nous, législateurs, d'être fermes, transparents et cohérents. Nous attendons des réponses aux promesses que vous avez faites à la représentation nationale lors de l'examen de la proposition de loi de Jean Leonetti. Vous vous étiez engagés. Il est de votre devoir aujourd'hui de nous donner des réponses concrètes. Nous parlons ici bien de respect et de dignité humaine. Si nous sommes engagés dans la vie publique, ce n'est pas pour prendre des postures, mais pour défendre des convictions.
Comme l'a rappelé mon collègue Philippe Gosselin, c'est sous l'impulsion de François Mitterrand que nous avons un droit original de la bioéthique. L'exception française qu'est l'existence d'un comité national d'éthique devrait servir d'exemple aux autres pays. Ce sont les lois de bioéthique qui ont conduit à la Convention d'Oviedo que la France a ratifiée, ainsi que de nombreux autres États. Nous avons un devoir de cohérence. Aucun d'entre nous ne veut d'une société où tout s'achète et tout se vend, où la marchandisation triomphe. Je vous annonce d'ailleurs une très mauvaise nouvelle, mes chers collègues, qui nous oblige à agir. Le Conseil de l'Europe va examiner dès lundi le nouveau projet de rapport sur la gestation pour autrui présenté par la sénatrice belge Petra de Sutter. Il nous faut être vigilants. La marchandisation du corps avance. Il nous faut résister. Alors, mes chers collègues, j'en appelle à vos convictions profondes afin que nous puissions aujourd'hui nous opposer unanimement au proxénétisme procréatif qui fait des femmes des ventres alloués. L'histoire nous oblige, notre héritage nous oblige, j'en termine. C'est un rendez-vous que nous ne devons pas manquer. De Sainte-Bathilde à Victor Schœlcher, nous avons toujours lutté contre l'esclavage. Il ne faut pas régresser. Et pour conclure, j'emploierai les mots d'un de nos anciens collègues, Lacordaire, qui a siégé ici même et qui disait « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit ». Je crois qu'aujourd'hui, avec la lutte que nous mènerons ensemble contre l'utilisation des mères porteuses, nous sommes vraiment au cœur du sujet. Ne cédons pas, soyons courageux. Je vous remercie. Merci, Madame Boyer.